Bonjour Monsieur Laurent-Henri Vigneault, merci d'avoir accepté notre sollicitation et notre invitation à participer et à éclairer notre grand angle consacré à la vaccination, à l'antivaccinalisme ou à l'hésitation vaccinale sont des éléments qui sont abordés. Nous avons souhaité votre contribution. Vous êtes historien et maître de conférences d'histoire moderne à l'Université de Bourgogne. Et en l'occurrence, vous êtes surtout co-auteur pour nous d'un ouvrage avec Françoise Salvadori qui s'appelle Antivax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours, très récent puisqu'il il a paru en janvier 2019. Quel est votre avis sur le fait suivant, la vaccination ayant montré ses effets positifs sur la santé de l'humanité en termes de bénéfices-risques, comment aujourd'hui les mouvements contre la vaccination positionnent leur prise de position? Là, il y a un défaut de vision historique qui fait qu'on a toujours tendance à considérer notre époque actuelle comme plus rationnelle que les époques précédentes. Donc déjà, ça c'est un premier biais parce qu'en réalité, les motivations profondes de l'antivaccinisme, elles peuvent varier encore une fois à travers le temps et elles ne sont pas forcément reliées à l'existence d'une information plus ou moins complète sur ce que c'est qu'un vaccin, les réels effets de la balance bénéfice-risque, etc. Et ça, je crois que le point le plus important pour comprendre ça, c'est qu'en fait, la balance bénéfice-risque, elle peut se lire à trois niveaux, qui sont un niveau collectif. Alors là, comme vous dites, de ce que l'on sait aujourd'hui de la science, dans l'état où nous sommes, la balance bénéfice-risque à l'échelle collective, elle est incontestablement en faveur des vaccins. Et encore, il faudrait regarder maladie par maladie, vaccin par vaccin, mais globalement, le bilan est positif, si vous me permettez l'expression. À l'échelle individuelle, alors cela peut être discuté parce que vous pouvez être dans une situation de plus ou moins grande vulnérabilité à la fois vis-à-vis de la maladie et des dangers de la vaccination, des chocs anaphylactiques, etc. Si vous êtes allergique à certains produits, il ne faut pas prendre les vaccins. Bon, voilà, il y a des choses comme ça. Donc ça, c'est à l'échelle individuelle. Donc déjà, le calcul n'est pas tout à fait le même. J'ajoute une autre dimension qui serait l'échelle personnelle. C'est-à-dire que comment moi, je ressens personnellement le fait d'aller me faire piquer le bras. Est-ce que je fais confiance aux médecins? Est-ce que je fais confiance à l'industrie pharmaceutique? Est-ce que je fais confiance à l'État qui a promulgué la loi m'imposant de me faire vacciner, etc. Donc là, c'est tout un univers encore plus complexe dans lequel le simple calcul, j'allais dire presque numérique, statistique de la balance bénéfice-risque peut être complètement chamboulé par des horizons de chaque citoyen qui voit un autre intérêt que celui que la simple équation mathématique lui propose, en fait. Hein. Donc c'est là où se situent les difficultés pour les sociologues actuels de cerner actuellement le mouvement anti-vax dans sa composante multiple, parce que justement, il y a tous ces choix individuels qui peuvent déterminer rarement un refus radical, mais une méfiance, une hésitation, un doute, etc., un soupçon, qui peut conduire soit à refuser le vaccin, soit à être réticent, finalement se laisser vacciner, mais après avoir longuement réfléchi. Enfin voilà, donc c'est là où se situe en fait la marge, si on peut dire, de discussion sociale, en fait, du débat sur les vaccins. Je voulais vous demander comment a évolué le positionnement de l'État, donc la politique publique de santé, on peut dire des sociétés occidentales ou en France, à l'égard de la nécessité de prévention et de l'effet bénéfique collectif qu'il veut mettre en avant auprès de la population. Comment ça a évolué? Est-ce que ça a pu être en but avec la diffusion des médias sociaux ou plus largement d'Internet? Oui, alors là, il y a quelque chose d'assez, comment dire, assez caractéristique d'un point de vue historique, c'est qu'on pourrait dire, pour simplifier, que la vaccination, c'est vraiment une médecine d'État,
que le vaccin, c'est vraiment un médicament d'État, au sens où c'est quelque chose qui est vraiment imposé par le haut, si on peut dire, pour des raisons qu'on a évoquées, qui sont justement ce fameux calcul de la balance bénéfice-risque à l'échelle collective. Donc on sait qu'on a intérêt à vacciner le maximum de gens pour, entre guillemets, le bien commun. Or, en fait, cette logique verticale, cette logique étatique, aujourd'hui, elle est complètement en panne vis-à-vis des demandes des citoyens qui sont beaucoup plus des demandes horizontales, ce qu'on appelle parfois la démocratie sanitaire, le fait que les individus doivent être eux-mêmes acteurs en fait, des soins que l'on leur apporte, ils doivent consentir aux soins, etc. Donc on demande beaucoup plus d'engagement en fait. Et les citoyens eux-mêmes demandent beaucoup plus d'engagement dans la santé qu'on ne le faisait auparavant. Et la parole verticale, médicale et vaccinale, elle a du mal à passer par rapport à cet enjeu. Alors, elle est toujours plus ou moins bien passée, c'est-à-dire que pendant des siècles ou des décennies, les choses se sont faites parce que l'autorité de l'État elle-même était peu questionnée, ou quand elle était questionnée, elle était quand même au final acceptée, si on peut dire. Donc c'est toute la question de ces manifestations anti-vax dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'époque 1880-1910. Bon, l'État a passé au-delà de tout ça. C'est-à-dire jamais une seule, enfin il y a quelques exemples en Angleterre, mais les victoires, si vous voulez, du camp anti-vax par rapport aux politiques vaccinales qui étaient décrétées par les États sont assez réduites. Par contre, il y a des choses qui ont progressé justement du point de vue du droit des patients et ce que le code de Nuremberg après la guerre, qui a déterminé aussi ce que le patient pouvait accepter qu'on fasse sur lui en termes d'essais cliniques notamment, etc. Bon. Donc tout ça est tout à fait d'actualité. Alors, sur la question des réseaux sociaux, maintenant justement, les réseaux sociaux, c'est de l'horizontalité pure. Hein, c'est de la démocratie puissance 1000, où la parole d'un prix Nobel vaut exactement la même que celle du citoyen lambda. Donc la nouveauté peut-être que l'on voit apparaître aujourd'hui dans l'hésitation vaccinale ou dans l'anti-vaccinalisme contemporain, c'est peut-être une forme justement de démocratisation. Alors, je fais souvent cette remarque, une remarque complètement de bon sens, si on peut dire. Dans les années 80 du XXe siècle, si vous vouliez avoir accès à des discours anti-vax vraiment solides, si on peut dire, ou disons construits, il fallait que vous vous abonniez à une revue, que vous alliez à une conférence tard le soir après le travail, que vous achetiez un livre quand vous alliez voir votre libraire, le libraire vous disait « Ouh là là, mais ce livre, il est publié dans une maison d'édition confidentielle, je vais avoir du mal à vous le trouver, etc. » Bon, c'était un peu un parcours du combattant. Aujourd'hui, si vous voulez avoir accès, y compris aux contenus les plus durs, avec des théories parfois délirantes, complotistes, etc., avec des vaccins fabriqués pour nous tracer, nous diriger, contrôler notre cerveau, etc., vous n'avez qu'à ouvrir votre page Facebook. Donc, ce n'est pas que les réseaux sociaux n'engendrent pas l'antivaccinalisme. Il n'est même pas sûr d'ailleurs qu'ils permettent vraiment à l'antivaccinalisme de produire de nouveaux adeptes, mais en tout cas le plus radical qui existe. Mais en revanche, il permet à monsieur et madame tout le monde d'être informés que ça existe. Et donc, ça, fatalement, mécaniquement, ça va attirer des gens. Et donc, les recherches sont en cours, donc on ne peut pas en parler encore comme des résultats définitifs, mais les sociologues qui travaillent sur cette question aujourd'hui, ils notent que le public se rajeunit, il a tendance aussi à diminuer en compétences scolaires, parce que traditionnellement, l'antivaccinisme était plutôt porté historiquement par des groupes privilégiés, par des médecins, par des gens qui avaient fait des études, etc. Parce que pour tenir un discours sur les vaccins, il fallait savoir un peu ce que c'était que l'immunologie, le sang, avoir des notions de médecine, de biologie, etc. Bon, et donc on observe peut-être que le recrutement actuel s'oriente vers des populations moins éduquées, peut-être un peu plus pauvres aussi. Voilà, donc c'est tous ces bouleversements qui sont à l'œuvre. Ce n'est pas le résultat forcément des réseaux sociaux à 100%, mais en tout cas, les réseaux sociaux permettent, je crois, une démocratisation
de ces opinions qui auparavant étaient ultra confidentielles. Effectivement, et on sent peut-être que face à cette évolution des doutes ou de l'hésitation, la volonté de transparence qui peut parfois être affichée n'est pas suffisante de la part d'un État qui veut préserver la population. Être transparent, ça n'est pas suffisant, il faut aller au-delà, il faut convaincre, et convaincre, c'est quelque chose de plus difficile qu'un discours global. Oui, ça c'est certain, et en même temps, on sait qu'il ne faut pas nécessairement construire une argumentation un peu bulldozer en amoncelant par exemple des connaissances qui seraient des connaissances biologiques, scientifiques, parce que certaines études montrent que quand on fait ça, en fait, le phénomène est contre-productif. Si vous commencez à expliquer ce que c'est qu'un vaccin, un adjuvant, pourquoi on met un adjuvant dans les vaccins, etc., vous avez une portion des gens qui vous écoutent et qui dit à la fin, oui, mais quand même, c'est compliqué, j'ai pas tout bien compris, mais ça sent mauvais. Donc en fait, la surinformation n'est pas forcément toujours une très bonne solution, encore moins la position surplombante consistant à donner des leçons ou en faisant passer l'autre pour un obscurantiste, un débile ou un arriéré, etc. Alors là, c'est encore plus contre-productif. Donc, pour autant qu'on sache, les seules choses qui marchent à peu près, c'est effectivement, comme vous le dites, la transparence. Et comme vous l'avez très bien dit, elle n'est jamais acquise, et elle n'est jamais acquise à 100%, parce que derrière, il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts financiers, il y a des intérêts économiques. Donc voilà, hein, il y a évidemment des choses qui ne sont pas si simples à mettre en œuvre. Et d'autre part, de l'information à petite dose, pas trop compliquée à digérer, mais qui soit de l'information factuelle. La difficulté, c'est qu'évidemment, cette information, elle risque d'être recouverte par tous les discours parasites, alors sans aller même jusqu'aux fausses informations, mais tous les discours critiques que vous allez pouvoir énoncer et qui se voient de manière là aussi très, très franche sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'un épidémiologue ou un épidémiologiste produit une statistique, vous avez 15 critiques derrière pour dire oui, mais si, mais ça, etc. Et le grand jeu qui consiste à décortiquer les pourcentages est sans arrêt là dans ce discours de sceptique en fait, hein, de déconstruction. Donc ça rend la tâche de communication très compliquée pour l'État. S'il en fait trop, s'il en fait pas assez, à chaque fois, la marge de manœuvre est très étroite en fait. Très bien, je vous remercie, monsieur Vigneault, pour cet éclairage. Et j'aurais peut-être une toute dernière question, beaucoup plus large, qui pourrait intéresser nos élèves. Vous êtes historien et donc maître de conférence. Globalement, on va dire sur une moyenne de temps, quel est le travail d'un historien comme vous? Que faites-vous, en fait, lors d'une année normale ou traditionnelle, entre les cours, la recherche, comment ça se passe? On a à peu près la capacité, disons, de produire un ou deux articles de niveau scientifique par an. Ça correspond aussi au temps qu'il faut dégager pour la recherche, et donc ça suppose pour nous, historiens notamment, ce qui est compliqué en période de Covid, d'avoir accès aux archives, donc de se déplacer dans les fonds d'archives, d'aller en bibliothèque, d'aller dans les archives départementales. Donc ça, c'est en général la phase de recherche qui prend le plus de temps, qui peut demander d'ailleurs plusieurs années pour la rédaction du livre. On a fait surtout, on pourrait dire, une revue de la bibliographie disponible. On a vu quelques archives, mais surtout, c'est du résumé en fait, de recherche en cours. Et ça nous a pris 3 ans. Voilà. Mais ce n'est pas 3 ans à temps plein, puisque par ailleurs, on a des obligations très importantes dans le domaine de l'enseignement, une dizaine d'heures par semaine. Ça peut paraître peu, mais ça veut dire qu'il faut préparer ses cours, il faut ensuite corriger des copies. Enfin, on sait le métier d'enseignant, vous savez ce que ça veut dire. Et ce qui fait que moi, je dirais, pour donner une chose très concrète aux élèves, dans ma semaine, si je suis en période de travail, donc c'est pour ça aussi que tous les enseignants qui ont beaucoup de vacances travaillent une grande partie des vacances, ça c'est toujours vrai,
c'est dans une semaine où j'ai cours, je vais pouvoir me consacrer à ma recherche 1 jour ou 2 jours maximum. Tout le reste va être pris par des charges administratives, par des charges d'enseignement, par évidemment les soucis de la vie quotidienne. Voilà. Donc ça veut dire que pour faire progresser par exemple un article, je vais devoir aller en archive une fois par semaine, et une fois par semaine, c'est-à-dire quelques heures de travail au cours de laquelle je vais pouvoir examiner une demi-boîte, et puis il faudra que j'examine la suite la semaine d'après. Voilà. Donc ça peut prendre des mois. En fait, généralement, la rédaction d'un article prend environ 6 mois. Et pour un livre, c'est plusieurs années.